Merci beaucoup, Amine. Je crois qu'effectivement, quand on regarde Sayad, Abdelmalek Sayad, qui a travaillé sur l'immigration, comme tu sais très bien, son recueil de textes le plus important, publié de façon posthume, c'est La double absence. Donc l'absence du pays d'origine, l'Algérie, mais aussi l'invisibilisation dans le pays où on vit en tant qu'immigré. Et il y a un rapport un peu nostalgique au pays d'origine. Et cette nostalgie, on ne la sent pas en fait dans les textes de Saïl. On a l'impression qu'il est autant impliqué dans les luttes qui ont lieu en France que dans les luttes qui ont lieu en Algérie. D'ailleurs, en 1934, il participait dans les luttes antifascistes. Il a été arrêté d'ailleurs dans ce contexte-là. Et je crois je te redonne la parole dans quelques instants, Francis, mais je crois que sur cette question de l'internationalisme, entre opprimés, entre colonisés face au pouvoir colonial, mais aussi entre travailleurs algériens et travailleurs français face aux capitalistes. Donc c'est vraiment cette double lutte, ou triple on pourrait dire, contre le pouvoir colonial, contre le pouvoir étatique, contre le pouvoir capitaliste. Et j'aimerais vous lire un petit extrait d'un texte qui s'appelle À l'opinion publique, publié dans La Voix libertaire en 1930. Et donc là, il dit « Les Algériens qui ont pu quitter ce pays inhospitalier sont solidaires de leurs frères restés de l'autre côté de la Méditerranée. Ils ont voulu, à l'occasion de ce centenaire, le centenaire du début de la colonisation, ils ont voulu, à l'occasion de ce centenaire, éclairer l'opinion publique métropolitaine, lui faire connaître l'odieux régime imposé à tout un peuple. Ils demandent à cette opinion de les aider à conquérir les droits dont jouissent tous les autres citoyens français, puisqu'on leur impose des devoirs plus grands et plus lourds. Ils réclament notamment l'abolition de l'indigénat, le droit syndical, la liberté de la presse, l'extension à l'Algérie de toute la législation sociale française. Ils espèrent que leur appel sera entendu tout particulièrement par leurs frères, les travailleurs français. Et en revanche, ils assurent ceci de leur solidarité dans les luttes qu'ils entreprendront pour la libération commune. Ils savent que Français et Algériens n'ont qu'un ennemi, leur maître. Fraternellement unis, ils sauront s'en débarrasser pour fêter ensemble leur affranchissement. Donc on voit vraiment qu'ils se positionnent clairement contre le pouvoir colonial, mais cette lutte, elle est étroitement liée avec aussi un affranchissement social dans une logique plutôt de lutte des classes. Francis, que tu J'ai inclus dans l'anthologie où, alors qu'il a des problèmes avec la justice, ou avec l'injustice en tout cas, alors qu'il a des problèmes avec les tribunaux, il rejette l'appui du Secours Rouge, donc l'organisation communiste d'appui aux prisonniers politiques, parce qu'il dit c'est totalement hypocrite de m'aider, parce qu'on sait bien que ceux qui sont mes frères en URSS, en ce moment, ils sont dans vos camps de concentration. Et donc, il y a cette tension aussi, cette triangulaire avec la question du faux frère rouge qui est le communiste, qui n'est pas une solution pour lui, ni en Algérie, ni en France, ni ailleurs. Le communiste aligné. Par contre, en revanche, par rapport à la position de Saïd, je pense que Sayad aurait été vraiment très distant sur la question de la Kabylie. Pour Sayad, il essayait vraiment de se départiculariser de cette idéologie qui a constitué le colonialisme à des fins politiques et militaires, c'est-à-dire de construire une entité, un être kabyle supérieur à ceux des autres Algériens pour des fins politiques. Donc, il fallait diviser les indigènes. Et puis à des fins militaires, évidemment, pour essayer de contrer des alliances entre les Arabes et les peuples berbères. Et évidemment, c'était une question de division ethnique aussi, d'opposer par rapport, enfin, à la question de la Kabylie par rapport aux Arabes, mais aussi à l'islam. Donc là, Sayad n'aurait pas eu ce réflexe. Il était vraiment très hostile, toujours avec même les partis politiques avec qui il écrivait des textes qui étaient des partis en Kabylie. Il était toujours très réticent à cette particularité kabyle comme construction du pouvoir colonial pour diviser le peuple algérien. Et je pense que c'est une des forces des mouvements politiques tant aujourd'hui avec le Irak qu'avec, enfin, dans le passé, d'avoir toujours dépassé ces particularismes-là. Il y a eu évidemment des mouvements berbères, etc., qui sont constitués en Kabylie, etc., mais il s'essayait toujours de cibler la fin des choses que l'État voulait toujours plaquer, quoi. Enfin, essayer de diviser ces groupes à partir des idéologies ethniques diverses,
pour essayer de gommer la question de l'égalité de la justice sociale qui a été un espoir et un combat mené par tout un peuple et qui a été évidemment confisqué après avec l'indépendance. Mais par rapport à ce que Mohamed Saïd aurait fait sur ceci ou cela, j'ai eu une discussion avec mon éditrice et amie et camarade d'ailleurs, Marie-Ève Damy, dont je vous parlais tout à l'heure, parce que dans une des premières versions de mon introduction, j'avais par exemple mis des notes en bas de page où je commençais à spéculer sur ce que Mohamed Saïd, par exemple, aurait dit sur la loi 21 ou sur l'islamophobie aujourd'hui. Et elle m'a dit, là, il faut que tu te calmes, là, ça ne marche pas du tout, ça. Il ne dit pas grand-chose sur l'islam, Mohamed Saïd, mais les 3-4 fois qu'il le mentionne, il est clairement contre, radicalement contre. C'est un anarchiste anticlérical. Il serait contre le clergé québécois. Et ce qu'on comprend, canadien ou français, ce qu'on comprend, c'est que c'est ça qui l'énerve. Et puis bon, après ça, on pourrait on pourrait avoir des réflexions sur le rapport de la Kabylie avec l'islam. Et donc, Marie-Ève, elle me dit, tu ne peux pas commencer à dire, qu'à spéculer que peut-être que Saïd aurait repensé à ça parce que dans le cadre du Québec, il aurait vu que c'est de l'islamophobie et tout ça et tout. Bref, on n'en sait rien. Et donc, évidemment, comme il a participé à la guerre d'Espagne dès le départ, qu'il est tout le temps en train de dénoncer ce qui se passe en Algérie. Et dans les derniers mois, les dernières années, ça s'accélère, en fait, ces textes. Et il prend position, parce qu'il y a de la répression en Algérie. Ça ne commence pas avec la guerre d'indépendance. Il y a plein de procès. D'ailleurs, il lève des fonds pour aider les gens et des procès qui ont lieu en Algérie contre des personnes qui sont accusées de complot. Il y a tout eu une sorte de montage juridique pour essayer de piéger des militants là-bas. Et donc, il est au courant de ce qui se passe. Il y a des choses qui bougent. Ça craque, si on peut dire d'une certaine manière. Et il est déjà solidaire de ces gens-là. Mais moi, disons, j'en dirais pas plus. Je sais pas ce qu'il aurait fait. Je sais pas ce qu'il aurait fait. Parce que la question, c'est est-ce qu'il y aurait eu l'équivalent de la colonne Zuriti en Algérie? Et le problème, c'est que je pense qu'il n'y avait pas cette capacité. L'Algérie n'est pas l'Espagne de 1936 où il y a le plus gros mouvement anarchiste, on pourrait dire même de l'histoire. En fait, on pourrait dire de l'histoire de l'humanité si on prend l'anarchisme dans son sens classique européen. Il n'y a jamais eu un mouvement anarchiste aussi fort que celui en Espagne dans les années 30, quoi. Et donc, clairement en Algérie, dans les années 50, il n'y a pas l'équivalent. Donc, quelle aurait été la place de Mohamed Saïd là-dedans? Pour moi, c'est très difficile à imaginer. Donc, si je veux être un peu romantique, je dirais oui, il serait allé et il aurait tenu bon contre les dérives de la Révolution, j'en sais rien, mais en réalité, je ne sais pas. Et sur la question de, je vais simplement revenir rapidement sur la question des écoles, dans un texte qui s'appelle « La civilisation française en Algérie », qu'il a publié dans Terre libre en 1935, il dit « La majeure partie des écoles arabes étant systématiquement supprimées, le gouvernement de la Troisième République, pour qui l'ignorance de l'indigène est un facteur de soumission, n'a pas cru bon de les remplacer par des écoles françaises. Dans les villes ou villages où ces dernières existent, sur 1 million d'enfants d'âge scolaire, 60 000 seulement sont susceptibles de les fréquenter. Les autres sont réduits à traîner dans les rues et gardent une ignorance et une mentalité arriérée qui les livrent comme des bêtes à la plus honteuse exploitation. J'insiste sur le fait que, malgré cela, l'indigène est assujetti à un impôt écrasant qui ne profite qu'au coffre-fort de l'administration et de ses parasites, sans qu'en contrepartie le moindre avantage lui soit consenti. » Donc là, on voit aussi clairement le décalage énorme entre ce qui a été détruit par la colonisation, entre autres le système scolaire préexistant, et c'est quand même paradoxal parce qu'on associe généralement la Troisième République à Jules Ferry, à l'école républicaine, donc en gros à l'idée de l'école émancipatrice, qui avec méritocratique, qui égalise les différences entre classes sociales. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en Algérie, dans les territoires colonisés par la France durant la Troisième République, au contraire, ça exclut du système scolaire des pans énormes de la population qui, avant, avaient accès à la scolarisation. Et donc, la fameuse Troisième République, l'école républicaine a été plutôt, en tout cas dans les territoires colonisés, s'est développée plutôt sur une logique d'exclusion, de soumission, et pas du tout d'intégration et d'émancipation.
dans les journaux des années 20, 30, 40, oui, il y a quelques noms de plumes qui sont pas français de souche, si on pourrait dire, ce n'est pas des Dupont, mais il n'y en a pas tant que ça. Et Sahil, quand il meurt, on célèbre sa mémoire, c'est-à-dire les articles, il y a des articles en hommage à lui, et même l'année suivante, il y a un article qui dit « Il y a un an, notre camarade », je les ai repris dans l'anthologie d'ailleurs, pour montrer un peu il avait une reconnaissance particulière à l'intérieur du mouvement. Mais dans le mouvement, quand il est à Paris, ce qu'on sait, c'est qu'il est souvent dans des événements où il y a beaucoup de travailleurs algériens. Et les informations qu'on a, c'est qu'en fait, dans les meetings, pour reprendre le terme de l'époque, ça parle français et arabe. Il y a des discours qui sont prononcés en arabe. On est dans les années 20-30. Et donc, pour revenir à ce que disait Amine, là, c'est la première génération. Là, il y en a qui sont là depuis quelques années. Et ils sont dans les banlieues, disons, ouvrières massifiées du nord de Paris, là, Antony, où il y a des grandes industries. En fait, c'est des travailleurs industriels. Donc, la logique de l'anarchisme lutte de classe, elle coïncide avec leur réalité socio-économique, indépendamment de la question de l'immigration. Et donc, ça se fusionne. Et donc, effectivement, par exemple, des contre-manifestations pour bloquer l'espèce de coup de force des troupes, des milices fascistes et catholiques fondamentalistes, là, les Croix de Feu, etc., à Paris, là, en 1934, si je me rappelle bien. Mohamed Sahil est super fier, il le dit dans un de ses textes, il dit « J'étais avec 2000 de mes compatriotes algériens et nous avons tenu les barricades contre les fascistes ». Il est fier de cette solidarité-là algérienne à Paris. Les travaux que je mène sur Bourdieu, sur Sayad, sur Fanon, enfin, cette question d'avoir au cœur même de l'Empire cette vigilance des formes d'oppression multiples me semble être un point très très pertinent parce que l'oppression et puis ensuite avec la guerre, ça polarise un peu les choses, ça montre un seul ennemi, mais il fallait voir plus loin, quoi. Et donc là, par exemple, c'est un des apports que j'ai trouvé avec les textes de Bourdieu, des Sayad en Algérie, c'était de faire une critique anticoloniale autrement, donc évidemment qui ciblait la question coloniale, mais ce n'était pas juste à bas le système, quoi. Enfin, il fallait voir comment les systèmes étaient un peu partout et comment, après, le lendemain de l'indépendance, il y allait avoir des inégalités, des formes d'oppression qui allaient continuer. Donc, et Fanon aussi est même très clair sur ce point dans Les Dames de la Terre, avec son chapitre sur les mésaventures nationales, etc. Donc, je pense que c'est des regards qui sont assez utiles et de l'avoir à l'époque, c'était déjà assez impressionnant.